Des faons élégants, trottant derrière leurs vedettes, dans les rues de la ville au guépard, se prélassant dans les propriétés d'Hollywood. Les mondes privés de ces stars classiques d'Hollywood étaient souvent aussi spectaculaires que n'importe quelle performance qu'elles offraient à l'écran. Ici, nous allons parler de Josephine Baker. Josephine Baker était connue dans le monde entier pour ses performances révolutionnaires, son style unique et son éclat assumé, qui éblouissait le public de Paris à New York. Elle a brisé les barrières raciales et défié les normes sociétales, à une époque où les préjugés étaient omniprésents. Moins largement appréciée, peut-être, est sa passion de toujours pour les animaux. Une fixation qui égalait l'audace de son personnage de scène. Parmi les nombreuses créatures qui partageaient sa vie, son guépard, Chiquita, a acquis une notoriété particulière. Baker, célèbre pour ses danses électrisantes en jupe banane et costumes glamour, a porté ses spectacles à de nouveaux sommets lorsqu'elle a commencé à inclure Chiquita dans ses performances. Le guépard portait un collier scintillant, souvent orné de ce qui semblait être des diamants, captivant l'attention du public dès le moment où il déambulait sur la scène. Bien que certains puissent considérer cela comme un truc, Baker insistait sur le fait que cela ajoutait un élément de réel danger et de spontanéité qui ravissait ses foules. En vérité, elle admirait profondément la grâce naturelle, l'agilité et l'imprévisibilité sauvage du guépard, des qualités qui faisaient écho à sa propre approche audacieuse de l'art du spectacle. Au-delà des projecteurs, Josephine Baker s'est installée au château de Milande, dans la région de la Dordogne en France. Là, elle a constitué un petit sanctuaire d'animaux divers, allant des singes et perroquets aux chèvres et cochons. Sa ménagerie était un témoignage de son esprit charitable et de son désir d'intégrer différentes espèces sous un même toit, un écho de son rêve plus large d'acceptation universelle. Baker n'était pas contente d'être connue uniquement pour son succès sur scène. Elle aspirait à créer une utopie personnelle où des créatures de toutes sortes vivaient en harmonie, reflétant ses idéaux progressistes sur la race, l'ethnicité et l'inclusion. Audrey Hepburn. Aucune star n'a irradié de grâce et de chaleur comme Audrey Hepburn. Bien qu'elle soit principalement reconnue pour ses rôles intemporels dans des films tels que Breakfast at Tiffany's et Roman Holiday, peu de gens réalisent la profondeur de son amour pour les animaux, un lien qui façonnerait sa vie personnelle en dehors de l'écran. L'une des histoires les plus enchanteresses remonte à la fin des années 1950, pendant la production de Green Mansions, lorsqu'un faon est entré dans sa vie d'une manière étonnamment charmante. Pendant le tournage, un dresseur d'animaux a suggéré qu'Audrey passe du temps en dehors du plateau avec le jeune cerf du film, affectueusement appelé Pippen, bien qu'Audrey le surnommerait Ibe. La théorie était qu'une interaction constante en dehors du studio rendrait le faon plus à l'aise avec elle pendant le tournage. Ce plan s'est transformé en un conte de fées réel. Audrey, mince et douce, a formé une connexion instantanée avec le faon, que ce soit chez elle, en se promenant le long des avenues bordées de palmiers de Beverly Hills, ou même en visitant l'épicerie locale. La vue d'Audrey glissant gracieusement avec un cerf trottinant à ses côtés est devenue une légende locale. Les voisins se rappelaient des aperçus de l'actrice emblématique rentrant chez elle avec Ip trottant derrière elle, bien loin de la star hollywoodienne typique escortée par des gardes du corps ou des paparazzi. Malgré sa renommée mondiale, Audrey était connue parmi ses pairs pour être introvertie. Gentillesse. Elle avait une inclination innée à nourrir et à prendre soin des créatures vulnérables, une qualité souvent attribuée à ses expériences de croissance pendant la guerre en Europe. Pour Audrey, un faon n'était pas une simple curiosité. C'était un être vivant sans défense qu'elle se sentait obligée de protéger et de rassurer. Ip. L'empathie d'Audrey ne se limitait pas à Ip. Elle sauvait fréquemment des chiens et des chats errants, une pratique qui semblait avoir commencé dès qu'elle a pu s'offrir sa propre maison. Une opération de sauvetage particulièrement émouvante a été celle d'un Yorkshire Terrier, trouvé errant dans les rues de Rome tandis qu'elle était en tournage pour un autre film. Elle l'a nommé Mr. Famous, et le petit chien est rapidement devenu son compagnon constant, l'accompagnant lors de séances photos, sur les plateaux de tournage et lors de voyages à l'étranger. Dans le tumulte effréné de la production cinématographique, Mr. Famous aurait dit l'apaiser, agissant comme une encre dans le monde frénétique de la célébrité internationale. Non seulement satisfaite d'adopter des animaux, Audrey soutenait également des organisations engagées dans leur bien-être. Bien qu'elle soit surtout célèbre pour son travail ultérieur avec l'UNICEF, aidant des enfants dans le monde entier, elle croyait également que la gentillesse envers les animaux était une caractéristique d'une
Société civilisée. Ses amis et confidents se souviennent que ces modestes jardins étaient fréquentés par des oiseaux, des écureuils et même parfois un raton laveur. Elle laissait de l'eau et de la nourriture pour les animaux errants ou sauvages de son quartier, créant de petits sanctuaires partout où elle vivait. Tippi Hedren. Peu de récits hollywoodiens peuvent rivaliser avec celui de Tippi Hedren, la star devenue célèbre sous la direction méticuleuse d'Alfred Hitchcock dans The Birds en 1963, avant de se lancer dans un tout autre chapitre de sa vie en tant que gardienne de lions, de tigres et d'autres créatures magnifiques. La transformation de Hedren, qui passe d'une ingénue Hitchcockienne à une défenseuse intrépide des animaux exotiques, est l'un des voyages les plus extraordinaires du show business. Dans les années 1970, Hedren et sa famille ont adopté un lionceau pour mieux comprendre le comportement des grands félins dans le cadre d'un projet de film finalement connu sous le nom de Roar en 1981. Bien que beaucoup hésiteraient à l'idée d'élever un lion dans un environnement domestique, Hedren était initialement guidé par un mélange de curiosité, d'affection et d'un désir d'authenticité pour leur film. Leur maison est vite devenue un environnement surréaliste. Il existe des photos du jeune lion étendu sur le canapé du salon, avec la fille adolescente de Hedren, Melanie Griffith, enjambant sa queue. Ce qui a commencé comme une expérience familiale a vite évolué en une croisade plus large. Prenant conscience de la complexité énorme des soins appropriés pour les grands félins et des destins tragiques auxquels beaucoup d'entre eux sont confrontés, Hedren a établi la Shambhala Preserve, un sanctuaire animalier situé au nord de Los Angeles. Au fil du temps, la réserve a offert refuge à plus de 100 animaux exotiques, y compris des lions, des tigres, des léopards et même des éléphants. Hedren ne supervisait pas seulement leurs soins quotidiens, mais elle plaidait aussi pour des réglementations plus strictes concernant la possession d'animaux exotiques par des individus non formés. Crucialement, son activisme a jeté les bases pour des lois telles que le Federal Big Cat Public Safety Act, bien que cette législation ne gagne en traction que plusieurs années plus tard. La détermination d'Hedren à mettre en lumière la situation des grands félins détenus par des particuliers était en avance de plusieurs décennies, préfigurant des discussions qui n'ont gagné la conscience du grand public que bien plus récemment. Grace Kelly. Avant de devenir princesse de Monaco, Grace Kelly a enchanté les cinéphiles, avec des rôles dans des films comme Le train sifflera 3 fois, Le crime était presque parfait et Fenêtre sur cour. Tout comme son personnage de film, Kelly menait une vie privée relativement raffinée et gracieuse. Derrière son comportement majestueux et son aura royale, elle entretenait une constante dévotion envers les animaux, en particulier les chiens. Sa transition de la royauté hollywoodienne à l'aristocratie réelle n'a pas diminué son engagement envers les amis à 4 pattes. L'un des animaux de compagnie les plus remarquables de Grace était son caniche, Oliver, qui est devenu une présence presque constante. Même lorsqu'elle remplissait des fonctions officielles à Monaco, des galas de charité, des réceptions et le protocole infini qui accompagne la vie royale, Oliver n'était jamais loin derrière. Le lien entre ce caniche et la princesse était si étroit qu'il portait apparemment un collier sur mesure, parfois dit orné de gemmes, digne de son statut dans un palais. Le personnel du palais remarquait souvent que les moments les plus détendus et naturels de Kelly étaient lorsqu'elle était en compagnie de son chien adoré. Au-delà de ses animaux de compagnie personnels, Grace Kelly plaidait également pour une gestion environnementale plus large, en particulier dans la région méditerranéenne qui devint sa terre d'adoption. Elle a joué un rôle essentiel en soutenant la création de zones marines protégées autour de Monaco, espérant protéger la vie aquatique et les habitats. La princesse reconnaissait que son statut de personnalité influente pouvait avoir un impact, et elle l'a utilisé pour encourager l'appréciation du monde naturel. Bien que ses efforts soient restés moins médiatisés que, disons, les engagements philanthropiques de son amie Audrey Hepburn, ils ont mis en avant l'engagement de Kelly à préserver les écosystèmes délicats de la vie. Clark Gable. Clark Gable, affectueusement rappelé comme le roi d'Hollywood, a défini le charme masculin dans des films tels que Autant en emporte le vent en 1939 et New York-Miami en 1934. Connu pour son sourire charmeur et sa moustache emblématique, Gable était un acteur principal en apparence. Pourtant, derrière cet extérieur charismatique se trouvait le cœur d'un amoureux des animaux sans réserve. L'affection de Gable pour les chiens, les chevaux et la vie de ranch le distinguait de la star typiquement urbanisée de Hollywood. Parmi les compagnons les plus chers de Gable se trouvait un berger allemand nommé Prince. Le lien de l'acteur avec Prince allait au-delà de l'ordinaire. Ils étaient inséparables lorsque,
chaque fois que Gable était hors du plateau. À plus d'une occasion, Gable aurait refusé des offres de films, qui nécessitaient de longs voyages parce qu'il redoutait d'être loin de Prince pendant des semaines. On disait que le chien protecteur accueillait Gable à la fin de chaque journée de tournage, bondissant dans la cour avec une joie sans retenue au retour de son maître. En dehors du système de studio, Gable possédait un vaste ranch en Californie, une maison qui lui permettait de respirer de l'air frais, de s'occuper des animaux de la ferme et de se détendre loin des regards curieux d'Hollywood. Là, il élevait des chevaux et du bétail, forgeant un lien avec les animaux qui était à la fois pratique et profondément émotionnel. Les voisins apercevaient de temps en temps Gable se promenant sur sa terre à l'aube, levant son chapeau, en vérifiant ses chevaux et en nourrissant les poules. Dans cet environnement, la star n'était qu'un autre rancher, pas la célébrité mondiale qu'il devenait en montant sur un plateau de tournage. Rudolph Valentino, souvent salué comme le premier séducteur latin de l'ère du cinéma muet, captivait les spectateurs avec son regard perçant et ses performances passionnées dans des films comme The Sheik et Blood and Sand. Pourtant, derrière l'aura soigneusement orchestrée de romance et de drame, Valentino était, à bien des égards, un personnage hors du commun dans la vie réelle également. Son domaine, Falcon Lair, est devenu un emblème de son extravagance. Et au cœur de cette magnificence se trouvait une collection d'animaux qui allaient des chevaux à l'une des pièces de conversation les plus spectaculaires de l'époque, un guépard nommé Zella, et parfois éplé Zella. Zella n'était pas simplement une indulgence que Valentino recherchait. Elle lui a été offerte comme cadeau par un admirateur. Au lieu de refuser ce cadeau exotique, Valentino a accueilli le guépard dans son domaine, fasciné par le mystère que ces grands félins dégagent. Promener un guépard en laisse dans les jardins luxuriants de Falcon Lair peut sembler bizarre, mais le sens théâtral assumé de Valentino le rendait presque naturel. Les visiteurs racontaient avoir vu le félin élancé marcher gracieusement à ses côtés, ajoutant une touche exotique à une personnalité déjà mythique. Cependant, l'affinité de Valentino pour les animaux était bien plus qu'un coup médiatique glamour. Il appréciait profondément leur compagnie, passant beaucoup de temps à apprendre leurs habitudes et à s'assurer que les conditions de vie de Zella étaient confortables. La présence d'un guépard était, bien sûr, une matière sensationnelle pour les tabloïds et les colonnes de potins. Les fans se précipitaient pour obtenir le moindre détail sur la vie privée de Valentino, et l'image de leur idole se promenant nonchalamment avec un félin sauvage était trop tentante pour être ignorée. L'amour de Valentino pour les animaux allait bien au-delà des démonstrations flamboyantes. L'une de ses grandes passions était les chevaux, en particulier les races d'Arabes. Parmi ceux-ci, Jadane, un étalon arabe blanc saisissant, occupait une place spéciale dans son cœur. Le cheval apparaissait avec lui dans le matériel promotionnel, posait pour des photos de publicité en studio, et devenait même une co-vedette dans certaines scènes. Les observateurs ont remarqué que Valentino traitait Jadane comme un partenaire précieux plutôt qu'un simple accessoire, veillant à ce que l'étalon reçoive des soins exceptionnels, de l'hébergement à l'entraînement spécialisé. Lorsque Valentino est tragiquement décédé à l'âge de 31 ans, ses fans étaient inconsolables, et Hollywood a perdu l'une de ses stars les plus rentables. Dans le deuil qui s'ensuivit, le rôle de Jadane prit une signification presque symbolique. Il y eut des événements commémoratifs, où l'étalon royal fut défilé, un hommage émouvant à la mémoire de Valentino et aux liens qu'ils avaient partagés. Carole Lombard. Carole Lombard a régné comme le génie comique de Hollywood dans les années 1930, jouant dans des succès comme Mon homme Godfrey en 1936 et To Be or Not to Be en 1942. Adorée pour son esprit acéré et ses performances vivantes, Lombard nourrissait également une affection profonde pour les animaux. Son cercle d'amis à poil offrait un répit dans le tourbillon des engagements en studio et des événements sociaux. Parmi les divers animaux de Lombard, un fox terrier à poil dur, nommé Pushface, se distinguait, en partie grâce à son visage unique. D'où le surnom. L'actrice le chérissait comme un enfant, amenant fréquemment Push face sur ses plateaux de tournage. Il traînait avec les maquilleurs et les coiffeurs, causant parfois de petits ravages, en poursuivant des câbles ou en se faufilant autour des caméras. Les collègues de Lombard ont vite appris que sa bonne humeur était souvent liée à la présence de son compagnon hirsute. Sa dévotion envers les animaux s'étendait bien au-delà de ses animaux personnels. Pendant la Grande Dépression économique,
Les difficultés ont forcé d'innombrables familles à abandonner leurs chiens ou à les abandonner complètement. Lombard a refusé d'ignorer une telle souffrance. Elle a fait des dons généreux aux refuges pour animaux locaux, finançant tout, des fournitures alimentaires aux soins vétérinaires. Ces efforts philanthropiques étaient rarement médiatisés, car il n'était pas d'usage à l'époque que les actrices reçoivent une couverture positive pour leur travail caritatif. Pourtant, des histoires circulaient à Hollywood sur la façon dont Lombard livrait personnellement des ressources à des organisations de secours et adoptait même plusieurs animaux errants elle-même. Bette Davis. Bette Davis, célèbre pour ses yeux captivants et son style de jeu sans détour, dans des classiques tels que All About Eve en 1950 et Jezebel en 1938, était une force de la nature dans une industrie notoirement dure envers les femmes. Connu pour son esprit mordant et ses personnages intrépides, Davis possédait également un côté doux et nourricier, qui s'exprimait dans ses relations avec les animaux, notamment son cher Cocker Spaniel, Zarina. Davis parlait souvent de Zarina comme si elle était une confidente. Pendant les horaires de tournage éprouvants, l'actrice insistait pour garder son chien près d'elle, même si cela signifiait se heurter aux dirigeants du studio qui désapprouvaient la présence de visiteurs non essentiels sur le plateau. Pour Davis, avoir son cher Cocker Spaniel à proximité apaise les tensions et lui offrait une présence réconfortante au milieu des productions cinématographiques sous haute pression. Les yeux intenses de l'actrice pouvaient intimider ses costards, mais ils s'adoucissaient souvent lorsqu'elle regardait son ami à fourrure. À une époque où l'industrie cinématographique utilisait régulièrement des animaux dans les productions, parfois sans supervision humaine, Davis s'opposait au mauvais traitement qu'elle observait parfois. Elle remettait en question la sécurité des animaux lors des cascades et n'aimait pas les voir manipulés brutalement. Bien que sa position ne se soit jamais concrétisée en une grande campagne publique, dans les années 40 et 50 à Hollywood, le militantisme n'était pas particulièrement bien accueilli. Elle plaidait sur le plateau pour un meilleur traitement. Elle utilisait son influence considérable pour s'assurer que les animaux présents dans ses propres films étaient bien traités. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor était aussi célèbre pour son style de vie paré de bijoux que pour ses performances récompensées par un Oscar. Bien qu'elle reste synonyme de diamants opulents, comme le légendaire diamant Taylor Burton, et de ses nombreux mariages très médiatisés, sa passion moins connue était un ménagerie éclectique qui reflétait sa grande personnalité. Pour Taylor, les animaux n'étaient pas de simples curiosités. Ils étaient des éléments intégrants d'une vie marquée par des romances épiques, des triomphes cinématographiques et une notoriété mondiale. Parmi ces nombreux animaux de compagnie, un se distingue par sa singularité, un coati nommé Casper. Les coatis, parents des ratons laveurs originaires d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, ne sont guère des animaux de compagnie standards. Pourtant, le goût de Taylor pour l'extraordinaire s'étendait à son choix d'animaux de compagnie. Casper était connu pour se percher sur son épaule lors d'entrevues médiatiques, attirant inévitablement autant d'attention que la star elle-même. Souvent décrit comme espiègle, le Coati Mundi explorait les plateaux de ses films et volait parfois de petits objets pour l'amusement des spectateurs. Mais pour Taylor, qui s'était habitué à la nature imprévisible du monde du divertissement, les bouffonneries de Casper faisaient partie du plaisir. Casper n'était guère une exception dans la vie de Taylor. Elle a adopté d'innombrables animaux au fil des années, y compris de nombreux chiens, tels qu'un Maltese, adoré nommé Sugar, dont le confort est devenu une priorité personnelle. Elizabeth Taylor a développé une admiration de toute une vie pour les chevaux. Ce film classique sur une fille et son cheval a profondément résonné, l'incitant à défendre le bien-être équin plus tard dans sa vie. Elle a consacré à la fois du temps et des ressources aux écuries et aux secours pour chevaux, reconnaissant que de nombreux chevaux de course à la retraite ou chevaux négligés avaient besoin de refuges sûrs. Ce n'était qu'un aspect de son côté philanthropique. Bien que son nom soit souvent associé à l'activisme contre le VIH-Sida et à juste titre, ses efforts moins médiatisés envers le sauvetage des animaux étaient tout aussi sincères. Que ce soit en intervenant pour sauver un chien errant qu'elle rencontrait ou en s'associant à des associations dédiées à la prévention de la cruauté, la compassion de Taylor transcendait le glamour de sa persona de star de cinéma, Jean Harlow. Jean Harlow, souvent surnommée la première blonde explosive, a redéfini le statut de star à Hollywood au début des années 1930 avec ses cheveux platines, son esprit vif et sa présence à l'écran, qui a lancé une nouvelle ère cinématographique. Alors que son image très médiatisée rayonnait de glamour, sa vie privée était ancrée.
par une dévotion ardente aux animaux, en particulier aux chiens. Parfois éclipsé par sa mort tragique et prématurée à 26 ans, le véritable amour de Harlow pour les créatures reste une partie touchante de son héritage. Lorsqu'elle est devenue célèbre pour la première fois, Jean Harlow a rapidement découvert que les relations personnelles devenaient compliquées sous l'intense regard d'Hollywood. Les acteurs étaient fréquemment harcelés par les chroniqueurs de potins, les obligeant à construire des murs autour de leur vie privée. Mais les animaux offraient un rare sentiment de réconfort et un refuge émotionnel. L'affection de Harlow pour ses chiens pékinois n'était pas une passade. Elle les chérissait, comme des confidents dans un monde où la confiance était une denrée précieuse. Son pékinois le plus aimé, nommé Chou Chou, l'accompagnait pratiquement partout, du plateau de tournage à la loge, aux réunions privées avec des amis proches. La dévotion de Harlow pour ses animaux de compagnie était plus qu'une lubie passagère. Entre les prises, elle s'assurait que ses chiens étaient contents et bien soignés. Si cela ne tenait qu'à Harlow, les chiens seraient blottis dans sa caravane, attendant le dernier tour de manivelle de la journée. Les autres membres du casting et de l'équipe se rappelaient ses interactions douces avec les animaux, contrastant nettement avec les exigences souvent frénétiques du milieu du cinéma. La philanthropie discrète faisait également partie de l'approche de Harlow. Elle aurait fait des dons discrets à des associations locales de protection des animaux, consciente de son influence, tout en préférant éviter les coups médiatiques. Dans les années 1930, faire des dons à des organisations qui sauvaient les animaux errants n'était pas une pratique courante, surtout pour une star dont l'image publique était si soigneusement façonnée par les studios. Mais ceux qui la connaissaient reconnaissaient combien elle tenait à protéger les créatures vulnérables. Humphrey Bogart et Lauren Bacall. Humphrey Bogart personnifiait le cynique endurci avec un cœur d'or caché, tandis que la voix rauque et l'assurance inébranlable de Lauren Bacall en ont fait une légende instantanée lorsqu'ils ont partagé l'écran pour la première fois dans Le Port de l'Angoisse en 1944. Leur romance hors écran est devenue aussi célèbre que leur chimie cinématographique. Pourtant, au milieu du glamour et des histoires de films noirs, leur lien avec un certain chien boxeur nommé Harvey a révélé un côté tendre que les fans voyaient rarement. Bogart avait une appréciation de longue date pour les chiens, ayant grandi dans une famille aisée de la ville de New York qui avait toujours des animaux. Lorsqu'il épousa Bacall, ils agrandirent leur foyer pour inclure Harvey, un boxeur plein de vie qui se trouvait constamment sous leurs pieds, pour le plus grand plaisir du couple. Le chien est devenu un élément incontournable, que ce soit lorsqu'il recevait des élites hollywoodiennes ou lorsqu'il voyageait à travers le pays pour des tournées promotionnelles. L'image de dur à cuire de Bogart s'adoucissait nettement autour de Harvey, une transformation dont Bacall plaisantait parfois, disant que Harvey était le seul à pouvoir voler le siège de Bogie sans risquer une réponse bourrue. Harvey était parfois aperçu sur le plateau, pendant que Bogart tournait des films emblématiques comme Le Trésor de la Sierra Madre ou L'Odyssée de l'African Queen. La présence du chien était à la fois un réconfort pour Bogart et Bacall, et un témoignage de leur refus d'être entièrement absorbés par les horaires frénétiques d'Hollywood. Contrairement à de nombreuses stars qui utilisaient les animaux comme de simples accessoires, Bogart et Bacall considéraient Harvey comme un membre de la famille méritant du temps et de l'attention, même au milieu des appels de caméra et du chaos de production. Clara Bow. Clara Bow a illuminé l'écran pendant l'ère du cinéma muet et au début du cinéma parlant, connue célèbrement comme la Hit Girl pour son charme coquet et son style effervescent. Alors que le public s'émerveillait de son esprit vif, en privé, Bow trouvait une influence stabilisante dans la compagnie de ses chiens, dont beaucoup étaient des rescapés de circonstances moins favorisées. Bow avait la ferme conviction que les animaux, en particulier les chiens, pouvaient percevoir et réagir aux émotions humaines d'une manière que peu de gens pouvaient comprendre. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Clara Bow organisait occasionnellement de somptueuses fêtes pour chiots, comprenant des friandises adaptées aux chiens, des rubans et des biscuits pour chiens disposés comme un banquet. Bien que certains puissent les considérer comme un caprice de célébrité, pour Bow, ces rassemblements témoignaient de son véritable amour pour ses animaux. En effet, on disait même que l'actrice avait reporté un tournage parce qu'un de ses chiens était tombé malade. Un geste sans précédent à une époque où les studios exerçaient un contrôle énorme sur l'emploi du temps des acteurs. Ses collègues d'Hollywood remarquaient que ses chiens exerçaient un effet presque thérapeutique sur Bow. Si jamais elle semblait stressée à propos de mémoriser des répliques ou de s'inquiéter pour son nœud,
Prochaine apparition publique. Une queue remuante et quelques minutes passées à caresser ses compagnons poilus calmaient souvent ses nerfs. De telles scènes contrastaient fortement avec l'image de flappé que les médias présentaient. Basil Rathbone. Basil Rathbone est devenu synonyme de Sherlock Holmes, incarnant le brillant détective dans une série de films pendant les années 1930 et 1940. Avec son profil de faucon et sa diction précise, Rathbone a donné vie au détective fictif de Sir Arthur Conan Doyle, si convaincant qu'il est difficile pour de nombreux fans d'imaginer un autre acteur dans ce rôle. Hors écran cependant, Rathbone était bien loin de l'archétype du détective distant. Son monde tournait autour d'un foyer animé d'animaux de compagnie, comprenant un teckel espiègle nommé Moritz. Moritz était célèbre parmi les amis de Rathbone pour ses escapades. Un chien joueur, enclin à sauter sur les meubles, à patauger sur les visiteurs inattentifs et même à se faufiler sur les plateaux de tournage avec l'approbation de Basil. Quand l'acteur parlait de Moritz, il utilisait la même attention méticuleuse aux détails qu'il employait pour analyser les affaires de Sherlock, décrivant chaque particularité et habitude amusante comme si c'était un indice dans un puzzle. Moritz, quant à lui, semblait blissfully unaware que son propriétaire était une star reconnue internationalement. Il était simplement le compagnon dévoué d'un gentleman qui aimait lui lancer des friandises pendant les pauses de mémorisation de texte. L'appréciation de Rathbone pour les animaux allait au-delà de son teckel. Sa maison offrait également un refuge à des chats, des perroquets, et même à certains animaux sauvés. Marlène Dietrich. Marlène Dietrich incarnait le charme de l'ancien Hollywood. Née en Allemagne, elle atteignit la célébrité internationale et devint finalement citoyenne américaine. Connue pour sa voix chantante, sensuelle, et sa présence magnétique à l'écran dans des films comme Morocco en 1930 et Destry Rides Again en 1939, Dietrich était aussi une personne d'une profondeur remarquable. Parmi les aspects moins connus de sa vie, il y avait un dévouement indéfectible aux animaux, en particulier les chiens. La dévotion de Dietrich pour son teckel, Bessie, était si intense qu'elle aurait fait passer le chien en contrebande à travers les frontières lors de ses tournées USO pendant la Seconde Guerre mondiale. Les histoires abondent avec Dietrich, défiant les règlements simplement parce qu'elle refusait de quitter son compagnon bien-aimé. Au milieu des paysages dévastés par la guerre, elle chantait pour les troupes alliées, et Bessie n'était jamais loin d'elle, emblématique de la résilience et des priorités inébranlables de Dietrich. Si la présence du chien la réconfortait pendant qu'elle se produisait dans des conditions difficiles, Dietrich la considérait comme non négociable. Elle reconnaissait que les conflits humains se répercutaient inévitablement sur des créatures innocentes. Bien qu'elle fût plus discrète dans ses efforts, elle contribuait financièrement à des organisations dédiées au sauvetage des chevaux de guerre et d'autres animaux abandonnés dans les zones dévastées. Cette empathie provenait de ses propres expériences en grandissant en Europe, où elle a été témoin des conséquences que les conflits internationaux pouvaient avoir sur les civils et leurs animaux de compagnie. James Stewart, Jimmy Stewart, souvent salué comme l'incarnation de l'homme ordinaire par excellence à Hollywood, a joué dans des classiques bien aimés comme La vie est belle en 1946 et Monsieur Smith au Sénat en 1939. Connu pour sa chaleureuse personnalité, son charme bégayant et son intégrité, tant à l'écran qu'en dehors, la passion cachée de Stewart était le lien profond qu'il entretenait avec ses animaux de compagnie, en particulier un Golden Retriever nommé Beau. Le lien de Stewart avec Beau était si profond que lorsque le chien est décédé, Stewart a écrit un poème en son honneur. L'éloge émouvant a été lu par Stewart lui-même dans The Tonight Show starring Johnny Carson, ce qui a fait pleurer l'animateur habituellement jovial. Le poème parlait de la compagnie indéfectible de Beau, de ses pitreries et du sentiment de perte ressenti par Stewart en son absence. Dans un monde où l'on attendait souvent du stoïcisme des hommes, en particulier des premiers rôles, l'émotion de Stewart soulignait la profondeur de son chagrin. Bien qu'il ne soit pas du genre à brandir des bannières ou orchestrer des coups de publicité, Stewart a constamment soutenu les efforts pour le bien-être animal. Il soutenait les refuges locaux, parfois anonymement, et offrait son aide à des voisins ou collègues qui recueillaient des animaux errants. Les amis ont remarqué que dans son ranch en Californie, Stewart s'assurait que tous ces animaux, des chevaux aux chats de la grange, étaient traités avec le plus grand respect. Il croyait fermement qu'une boussole morale solide incluait la bienveillance envers les créatures moins puissantes que nous. Du lien tendre d'Audrey Hepburn avec un faon nommé Pippin à l'engagement total de Tippi Hedren.
au bien-être des grands félins, au teckel espiègle de Basil Rathbone, gambadant dans un foyer familial. Ces histoires personnelles d'animaux dressent un portrait intime d'individus qui étaient plus que les rôles qu'ils jouaient. Les relations qu'ils ont construites avec leurs amis poilus, plumés ou parfois redoutables servent de rappel intemporel que, même au sommet de la gloire et de la fortune, le besoin simple d'une compagnie inconditionnelle reste un lien universel qui nous unit tous.